Une famille entière de 5 personnes vivant recluses et hors réseau a disparu de sa cabane en Alaska en 1996. Pendant 10 ans, la version officielle a soutenu qu'ils avaient été victimes d'un tragique accident dans cette vaste étendue sauvage, figeant leur affaire dans le temps. Ce n'est que 10 ans plus tard qu'un homme envisageant d'acheter la propriété a remarqué des asticots se tortillant sur le plancher. Une découverte abominable, qui allait révéler la vérité, ne se trouvait pas dans la nature sauvage, mais à l'intérieur même de la cabane. Fin octobre 1996, le sentier menant aux profondeurs de la nature alaskienne ressemblait moins à une route qu'à un passage. C'était un étroit couloir sinueux, creusé à travers une épaisse végétation d'épinettes et de bouleaux, un itinéraire marqué par de profondes ornières, des racines apparentes et une boue qui commençait déjà à geler sous un ciel couleur d'acier meurtri. Gwendalyn Wright serrait le volant de son robuste véhicule à 4 roues motrices, les jointures blanches, tandis qu'elle sillonnait ce terrain accidenté. L'air était vivifiant, imprégné du parfum des pins et du gel imminent. Le paysage était terne et apparemment dénué de vie. Gwendalyn effectuait son dernier voyage de la saison vers la propriété de son fils, Bastian Pasternak. Cette visite était cruciale, un rituel de vérification avant l'arrivée des fortes chutes de neige qui isolaient complètement la famille jusqu'au dégel printanier. Bastien, 37 ans, sa femme Vespé, 34 ans, et leurs 3 enfants, Isidora, 10 ans, Zara, 8 ans, et Bram, 6 ans, vivaient une existence totalement déconnectée du réseau électrique. Leur vie était rythmée par le rythme de la nature sauvage, autour d'une cabane rustique en pierre et en bois, construite par leurs soins, à des kilomètres du village le plus proche. Alors que Gwendalyn franchissait le dernier virage et pénétrait dans la clairière familière, la première chose qui la frappa fut le silence. Ce n'était pas le calme paisible des bois profonds, mais une absence troublante d'activité. Aucune fumée ne s'échappait de la cheminée, aucun bruit d'enfants jouant, aucun signe de Bastien coupant du bois ou travaillant dehors. La cabane se dressait seule sur fond de forêt, ressemblant moins à une maison qu'à une structure abandonnée. Elle gara sa voiture et en sortit, ses bottes crissant sur la terre durcie par le gel. Le foyer extérieur, habituellement au cœur de l'activité, était froid, rempli de bûches calcinées et de cendres grises. Elle les appela par leur nom, sa voix faible et cassante dans l'immensité de la clairière. Aucune réponse. Le silence était pesant, oppressant. Un malaise commença à l'envahir tandis qu'elle approchait de la cabane. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce qui n'était pas inhabituel. Le Pasternaks n'avait pas de voisins et craignait peu les intrus dans cet endroit isolé. À l'intérieur, la cabane offrait un tableau déroutant. Elle semblait ordonnée, presque trop ordonnée. Des provisions d'hiver, de la viande séchée, des conserves et des piles de bois de chauffage étaient soigneusement rangées le long des murs. Des vêtements étaient suspendus. La vaisselle était propre et rangée. Tout semblait parfait pour une famille se préparant à affronter le long hiver. Ils avaient clairement l'intention de rester, mais la famille était partie, tous les 5. Gwendalyn parcourut les petites pièces, inspectant la mezzanine et le salon principal. Les lits étaient faits. Le matériel de couture de Vespé était posé, intact, sur une petite table. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucun signe de départ précipité. C'était comme si la famille avait tout simplement cessé d'exister. De retour à l'extérieur, elle inspecta la propriété, les toilettes extérieures, le hangar et le périmètre de la clairière. C'est alors qu'elle confirma le détail le plus crucial, le camion lourd de la famille, leur seul lien motorisé avec le monde extérieur et le seul véhicule capable de traverser sans problème le sentier périlleux pour sortir de la nature sauvage, avait disparu. Cette constatation transforma son malaise en une vive inquiétude. Sans le camion, ils n'auraient pas pu aller bien loin. Pourtant, ils étaient introuvables sur la propriété. Aucun mot n'avait été laissé sur la table de la cuisine, aucun message n'expliquait où ils étaient allés ni pourquoi. Après une heure passée à fouiller frénétiquement les bois environnants, appelant jusqu'à en perdre la voix, Gwendalyn comprit qu'elle avait besoin d'aide. L'isolement que chérissait son fils lui semblait désormais une menace. Elle remonta de force dans son véhicule et entama le long et pénible voyage vers le village le plus proche. Le trajet était un mélange d'anxiété et d'incrédulité.
Arrivée à la civilisation, elle contacta immédiatement les policiers de l'Alaska. Elle signala la disparition de toute la famille Pastasternak. Lorsqu'on lui demanda de présenter ses papiers, elle présenta aux soldats une photo récente. On y voyait la famille de 5 personnes souriant chaleureusement devant leur cabane. Bastion se tenait droit, vêtu d'une chemise de flanelle à carreaux et d'un chapeau à large bord. Vespé était accroupi à ses côtés, vêtu de sa chemise corail caractéristique et de son pantalon jaune moutarde, et les 3 enfants blonds rayonnaient entre eux, près du feu de camp qui couvait doucement. C'était le portrait d'une vie paisible et hors réseau, contrastant fortement avec leur absence soudaine et inexplicable. La disparition d'une famille entière dans l'arrière-pays de l'Alaska a déclenché une réaction immédiate de la police d'État. Mais la nature de cette réaction était fortement influencée par l'environnement lui-même. La propriété des Pastasternak était profondément isolée, située dans un paysage connu pour son relief impitoyable et ses brusques changements climatiques. En 1996, les défis logistiques liés à la mise en place d'une recherche exhaustive sur un tel terrain étaient immenses. Compte tenu de la chronologie des événements, fin octobre, début de l'hiver, et du détail crucial de la disparition du seul véhicule de la famille, les enquêteurs ont immédiatement porté leur attention sur des éléments externes. La théorie dominante s'est imposée presque instantanément, alimentée par les statistiques de survie en forêt. Les autorités ont supposé que le pâturon avait tenté une remontée de ravitaillement en fin de saison ou avait peut-être décidé de se diriger vers la ville avant que les fortes chutes de neige ne rendent les pistes impraticables. Quelque part sur cette route périlleuse, les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'ils avaient rencontré une catastrophe. Un accident de la route sur un terrain accidenté, une panne loin de tout secours ou un isolement irrémédiable semblaient les explications les plus plausibles. Les pistes rudimentaires étaient sujettes aux érosions, aux chutes de pierres soudaines et aux glissements de terrain périlleux. Dans les étendues sauvages de l'Alaska, une simple erreur pouvait rapidement dégénérer en une situation fatale. C'est sur cette base qu'une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée. L'étendue de la zone de recherche était impressionnante, englobant des centaines de kilomètres carrés de forêts denses, des vallées fluviales sinueuses et des cols montagneux escarpés. Les policiers de l'Alaska ont déployé des hélicoptères et des avions, les pilotes survolant à basse altitude le vaste paysage. L'air résonnait du bruit sourd et rythmé des pales de rotor tandis que les chercheurs scrutaient le terrain en contrebas, à la recherche du moindre signe du camion disparu. Un éclat métallique, des traces de pneus déviant du sentier ou les vestiges d'un campement improvisé. Le rugissement des moteurs résonnait dans les vallées, contrastant fortement avec le profond silence que Gwendelin avait rencontré. Sur le terrain, des équipes de bénévoles et de secouristes expérimentés s'attelèrent à la tâche ardue de vérifier les itinéraires et sentiers connus partant de la ferme. Ils s'enfoncèrent dans d'épais sous-bois et naviguèrent dans des ruisseaux glacés. Leurs efforts furent entravés par les températures de plus en plus froides et le raccourcissement des journées. Ils luttèrent contre la dégradation des conditions météorologiques, la boue se transformant en ornière dure comme du fer et les premières chutes de neige. Les recherches furent exhaustives, mais entièrement axées sur la recherche d'une famille isolée ou sur les traces d'un accident. Pendant les recherches extérieures, les enquêteurs ont procédé à une inspection de la cabane de Pastasternak. Cependant, leur approche était influencée par la conviction que l'incident critique s'était produit ailleurs. Ils sont arrivés à la propriété non pas à la recherche d'une scène de crime, mais d'indices susceptibles de révéler la destination prévue de la famille ou son état d'esprit avant son départ. L'inspection de la cabine fut sommaire. Les enquêteurs parcoururent les pièces, documentant la scène telle que Gwendoline l'avait découverte. Ils remarquèrent les provisions et l'ordre général des lieux. Ils ne remarquèrent aucun signe évident d'effraction. La porte était déverrouillée à l'arrivée de Gwendoline. Il n'y avait ni sang, ni meubles renversés, rien ne laissait présager une altercation violente au sein de la maison. Aux yeux des policiers, la scène ressemblait à celle d'une famille qui serait simplement sortie et n'est pas revenue. N'étant pas classée comme scène de crime, la cabane n'a pas fait l'objet d'une expertise médico-légale rigoureuse. Les enquêteurs n'ont pas relevé d'empreintes digitales, ni recueilli de traces, ni procédé à un examen structurel détaillé. Ils ont inspecté les pièces, les placards et les environs immédiats,
mais ne se sont pas aventurés dans les zones les plus difficiles d'accès. Le vide sanitaire peu profond sous le plancher, accessible par des panneaux, n'a jamais été inspecté. L'attention est restée concentrée sur la nature sauvage à l'extérieur. Gwendaline Wainwright, cependant, s'opposa avec véhémence à l'orientation de l'enquête. Rongée par l'anxiété et la frustration, elle affirma que les autorités méconnaissaient fondamentalement son fils et ses capacités. Bastion n'était pas un amateur téméraire. C'était un expert en survie, profondément à l'écoute de l'environnement et méticuleux dans sa planification. Il connaissait le terrain par cœur et en connaissait les dangers. L'idée qu'il ait pu entraîner sa famille dans un danger évident si tard dans la saison, ou qu'il serait incapable de survivre si le camion tombait en panne, lui semblait inconcevable. Elle pressa les enquêteurs d'examiner la propriété de plus près afin d'envisager d'autres possibilités qu'un simple accident, mais ces inquiétudes furent largement ignorées. Wendalin ressentit une amertume grandissante, convaincu que l'enquête était inadéquate et teintée de préjugés. Elle estimait que les policiers étaient paresseux, peu disposés à consacrer les ressources nécessaires, car le passé vivait un mode de vie atypique et hors réseau. À leurs yeux, elle avait l'impression que cette famille n'était qu'un groupe de rêveurs parmi tant d'autres, engloutis par la brousse. La position officielle semblait être que ceux qui choisissaient de vivre dans la nature étaient responsables des risques qu'ils prenaient. Au fil des jours et des semaines, le temps se détériorait rapidement. Les premières fortes chutes de neige commencèrent à tomber, recouvrant le paysage et masquant tout indice potentiel. Les températures s'effondrèrent, rendant la survie en plein air impossible. Les vastes recherches furent interrompues à contre-cœur. La disparition de Bastion, Vespé, Isidora, Zara et Bram Pastnak fut officiellement classée comme un accident tragique probable, une mort par accident. Les recherches officielles terminées et la nature gelée, l'affaire fut abandonnée, enfouie sous la neige et le poids des suppositions officielles. Wendalin se retrouva seul avec son chagrin et ses questions sans réponse. Refusant d'accepter que sa famille soit partie à jamais, elle assuma la responsabilité de l'entretien du chalet. Elle effectuait ce voyage ardu plusieurs fois par an, veillant à la solidité de la structure et à l'entretien de la clairière, s'accrochant à l'espoir de retrouver un jour la maison qu'elle avait construite. La cabane devint une veillée silencieuse dans la nature sauvage, manifestation concrète de son chagrin non résolu et de son refus d'accepter le récit officiel. La nature sauvage de l'Alaska garda ses secrets pendant une décennie. De 1996 à 2006, la famille Pasternak fut introuvable. Aucune trace de leur camion disparu. Aucune piste à suivre. L'affaire resta figée dans le temps, un dossier qui prenait la poussière au service des affaires non résolues, une note de bas de page mélancolique dans l'histoire de la région. Pour Gwendaline Wainwright, cette décennie avait été celle d'une lente érosion de l'espoir, marquée par le passage inexorable des saisons et le poids écrasant de l'incertitude. Entretenir cette ferme isolée était devenu un fardeau de plus en plus lourd. Le voyage était physiquement éprouvant, le travail physique des réparations épuisant, et le coût financier de l'entretien considérable. Mais plus que cela, le coût émotionnel était dévastateur. La cabane, autrefois symbole du rêve de son fils et centre de son espoir, était devenue le monument d'une tragédie qu'elle ne parvenait pas à définir. À l'été 2006, Gwendaline atteignit enfin le point de rupture. Épuisée, vieillissante et en quête de réconciliation, elle prit la douloureuse décision de vendre la propriété. Elle n'avait tout simplement ni l'énergie ni les ressources nécessaires pour poursuivre la veillée. L'annonce a attiré un type d'acheteur particulier, des personnes recherchant un isolement extrême et le défi de vivre de la terre. Parmi eux se trouvait Arlo Finch, un homme expérimenté en menuiserie et en construction en milieu isolé, qui a vu le potentiel de la propriété Pasternak. Il connaissait l'histoire de la propriété, mais son intérêt était pragmatique. Il a organisé une visite pour inspecter minutieusement l'intégrité structurelle de la cabane. Finch arriva par un bel après-midi de juillet. La cabane, bien que présentant des signes de vieillissement et d'usure, restait solide, témoignage du savoir-faire de Bastion et de l'entretien de Gwendalin. Finch commença son inspection systématique, vérifiant les fondations en pierre, les murs en bois et le toit en tôle ondulée. Il se déplaça avec l'œil expert d'un ouvrier du bâtiment,
évaluant les forces et les faiblesses de la structure. Il pénétra ensuite à l'intérieur, examinant l'intérieur. La cabane était petite et peu meublée, les riz étaient immobiles et chargés de moisis, chargés d'une odeur de vieux bois et de poussière. Finch examina méthodiquement les solives du plancher et les larges planches de bois, à la recherche de pourriture ou de dégâts causés par les insectes. Il avança lentement, consignant ses observations. C'est en s'installant dans un coin isolé de la pièce principale, près du poêle à bois, qu'il remarqua une anomalie. Le parquet de ce coin semblait légèrement voilé, les planches inégales, subtilement différentes des planches environnantes. Une zone de crasse sombre s'était accumulée près de la plinthe, que Finch attribua d'abord à un dégât des eaux, à de la moisissure ou à des années de saleté accumulée. Il s'agenouilla pour examiner de plus près, passant sa main sur la surface rugueuse du bois, testant sa résistance. En déplaçant son poids, son œil aperçut un léger mouvement. Près de la jointure entre le sol et le mur, une petite forme blanche se tortillait contre le bois sombre. Il se pencha, son regard se rétrécissant. C'était un asticot isolé. Finch marqua une pause, fronçant les sourcils. La présence d'asticots dans une habitation indiquait généralement un délabrement, quelque chose en décomposition à proximité. Il supposa qu'un petit animal, une souris ou un écureuil, s'était peut-être coincé dans le mur ou sous le plancher et était mort. Ce fut une découverte désagréable, mais fréquente dans les cabanes rustiques. Il décida d'enquêter sur la source du problème afin d'évaluer l'étendue des dégâts potentiels. Les planches du coin étaient mal fixées, conçues pour permettre l'accès au vide sanitaire en dessous. Finch sortit un pied de biche de sa boîte à outils et le plaça sous le bord de la planche déformée. Il appliqua une pression et le vieux bois gémit en signe de protestation lorsque les clous se détachèrent. Le bruit était aigu dans le silence de la cabine. Il souleva la planche, plus lourde qu'il ne l'avait imaginé. En la soulevant et en examinant le dessous, le spectacle était saisissant, contrastant fortement avec l'apparence ordonnée de l'intérieur de la cabine. Elle était recouverte d'une épaisse couche de matière sombre, humide et en décomposition. Plusieurs autres asticots, accrochés à la crasse, s'agglutinaient dans la substance en décomposition. Dès que la planche fut retirée, l'atmosphère de la cabine changea radicalement. Une légère odeur inhabituelle commença à s'échapper de l'ouverture, une odeur sucrée et écœurante qui sous-tendait le moisi du vide sanitaire, une odeur écœurante que Finch reconnut instinctivement. C'était l'odeur de décomposition. Finch prit la planche qu'il avait retirée et la présenta à la lumière, examinant l'infestation. La crasse n'était pas seulement de la terre ou de la moisissure. C'était un résidu de décomposition. Il utilisa un fin bâton de bois qu'il avait dans son sac pour pointer les asticots, évaluant l'étendue des dégâts. L'image était saisissante, les mains usées par le temps tenaient la planche sale, le bâton pointant vers les traces de décomposition. Il comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un petit animal. Craignant d'avoir découvert quelque chose de bien plus important qu'un rongeur mort, Finch scruta l'ouverture dans le sol. Le vide sanitaire était peu profond et sombre, le sol en dessous étant irrégulier. L'espace mesurait à peine 60 cm de haut, encombré de poussière et de débris. Il sortit une puissante lampe torche de son sac et braqua son faisceau dans l'obscurité. La lumière perça l'obscurité, illuminant l'espace exigu sous la cabane. Au début, il ne vit que de la terre et le dessous rugueux des solives du plancher, mais en balayant le faisceau vers le coin, la lumière tomba sur quelque chose d'inhabituel. C'était partiellement dissimulé dans l'ombre, enveloppé dans ce qui ressemblait à de vieilles couvertures ou des bâches, mais la forme était reconnaissable. Finch ressentit une poussée d'adrénaline et une révélation écœurante. Le faisceau de la lampe torche éclaira une main humaine, la chair desséchée et momifiée. Plus loin, la forme se résorba en un torse et des jambes humains. Au fond du vide sanitaire se trouvaient des restes humains. Finch recula, le cœur battant la chamade. Il recula en titubant, lâcha la lampe torche et se précipita hors de la cabine, haletant pour respirer. Le silence de la cabane lui parut soudain pesant et sinistre. Il rassembla rapidement ses outils et quitta la cabane, verrouillant la porte derrière lui. Il se rendit directement au poste de police de l'Alaska le plus proche. Le trajet,
un tourbillon d'adrénaline et d'horreur, et il fit part de sa macabre découverte. Le rapport déclencha une réaction immédiate. Les autorités se rendirent sur place. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un lieu de disparition, mais d'une scène de crime. Une équipe médico-légale fut dépêchée pour récupérer les restes. La cabane, négligée 10 ans plus tôt, était désormais au cœur d'une enquête d'envergure. Le processus de récupération fut délicat et éprouvant. L'espace confiné du vide sanitaire rendait l'extraction difficile. L'équipe a dû retirer plusieurs sections supplémentaires du plancher pour accéder au corps. Lorsque les restes ont finalement été sortis à la lumière du jour, il était clair qu'ils étaient restés là depuis longtemps. Le climat froid de l'intérieur de l'Alaska, en particulier les températures constamment basses dans le vide sanitaire isolé sous la cabine, avait considérablement ralenti le processus de décomposition. Ce microclimat unique avait agi comme un conservateur naturel. Le corps était en grande partie préservé, bien que desséché. Cette découverte a brisé l'hypothèse longtemps répandue selon laquelle la famille Pastasternak avait disparu dans la nature. Le mystère s'était tourné vers l'intérieur, se concentrant désormais sur la cabane elle-même. Les restes ont été transportés au bureau du médecin légiste de l'État pour autopsie et identification. Grâce à la comparaison des dossiers dentaires, les autorités ont confirmé l'identité du corps, il s'agissait de Vespé Pastasternak. La mère de famille disparue avait été retrouvée dissimulée sous le plancher de sa propre maison. Les questions cruciales étaient désormais de savoir où se trouvaient Bastien et les 3 enfants, et qui était responsable de la mort de Vespé. La découverte des restes de Vespé Pasternak sous le plancher de la cabane a instantanément transformé ce mystère vieux de 10 ans en enquête pour homicide. Le récit d'un accident tragique qui... Les arguments qui avaient dicté la réponse officielle en 1996 se sont évaporés. La triste réalité a été remplacée par le meurtre de Vespé, délibérément dissimulé chez elle. L'affaire a été officiellement rouverte et confiée à l'unité des crimes majeurs de la police d'État de l'Alaska, témoignant d'un nouveau degré de sérieux et de ressources dédiées à l'enquête. La responsabilité de l'enquête incomba à l'inspecteur Daxon Hugh. Enquêteur chevronné, réputé pour son souci du détail et sa profonde empathie envers les victimes, Hugh aborda cette affaire non résolue avec un sentiment d'urgence qui avait cruellement manqué à l'enquête initiale. Père de famille, il était particulièrement préoccupé par le sort des 3 enfants disparus. Il comprenait les profondes implications de cette découverte. Si la mère était décédée, le sort du père et des enfants était désormais bien plus sombre. La première priorité était de déterminer la cause du décès de Vespé. Le médecin légiste de l'État a procédé à une autopsie détaillée grâce aux technologies médico-légales avancées disponibles en 2006. Malgré 10 ans, Vespé Pastasternak était décédé d'une simple blessure par balle au thorax. La trajectoire de la balle et la nature de la blessure indiquaient une confrontation rapprochée. Le décès était sans équivoque un homicide. Pendant l'autopsie, l'équipe médico-légale a continué d'examiner la cabane, fouillant méticuleusement le vide sanitaire où le corps de Vespé avait été retrouvé. La zone a été traitée comme une scène de crime. Chaque centimètre carré de l'espace confiné a été examiné sous des projecteurs à haute intensité. C'est lors de cet examen minutieux qu'ils ont fait une découverte cruciale. Dissimulé près de l'endroit où le corps gisait, niché dans un renfoncement des fondations en pierre et enveloppé dans une toile cirée détériorée, les enquêteurs ont trouvé une arme à feu. Il s'agissait d'un fusil de chasse rouillé et corrodé par des années passées dans un environnement humide, mais encore reconnaissable. La découverte de l'arme du crime sur les lieux du crime a constitué une avancée majeure, établissant un lien direct entre la victime et le coupable. Le fusil a été immédiatement transporté au laboratoire criminel de l'État pour analyse. Les implications de cette découverte ont été immédiates et profondes. Les analyses balistiques ont confirmé que le fusil était bien l'arme utilisée pour tuer Vespé Pasternak. La trajectoire et l'impact correspondaient aux conclusions de l'autopsie. Plus important encore, le numéro de série du fusil, bien que partiellement masqué par la rouille, était traçable. L'arme était enregistrée au nom de Bastian Pasternak. Les preuves semblaient dresser un tableau clair et accablant. Vespé avait été assassinée chez elle, tuée avec l'arme de son mari et dissimulée sous le plancher.
Bastian Pasternak et ses 3 enfants, Isidora, Zara et Bram, étaient toujours portés disparus, tout comme le camion familial. La conclusion logique était inéluctable, Bastien avait assassiné sa femme, caché son corps et pris la fuite avec les enfants. L'enquête changea radicalement de sujet. Bastian Pasternak, victime présumée d'un accident en pleine nature, devint le principal suspect. La théorie passa d'un mystère général à un scénario précis d'homicide conjugal et d'enlèvement. Le mobile restait flou. Peut-être une dispute conjugale ayant exacerbé les pressions liées à son isolement, finissant par le briser, ou une exécution planifiée. Mais les preuves suggéraient fortement que Bastien était responsable. L'inspecteur Hugues lança une vaste chasse à l'homme pour retrouver Bastien et les enfants. Les recherches s'étendirent au-delà des étendues sauvages de l'Alaska, couvrant tout le continent nord-américain. Les enfants, s'ils étaient encore en vie, seraient désormais de jeunes adultes. Isidora aurait 20 ans, Zara 18 et Bram 16. Hugues a diffusé des images et des alertes vieillissantes à travers les États-Unis et le Canada, en se concentrant sur les communautés réputées pour leur vie isolée ou leur anonymat, des endroits où Bastien pourrait se fondre et échapper à la détection. Les recherches ont été compliquées par le passage du temps et la possibilité que Bastien utilise des pseudonymes. Alors que la chasse à l'homme s'engageait, Hugues s'est concentré sur la compréhension des antécédents de la famille Pasternak, à la recherche d'indices pouvant expliquer le mobile du meurtre. Il a longuement interrogé Gwendalyn Wright. Dévastée par la confirmation de la mort de Vespé et les soupçons désormais portés sur son fils, Gwendalyn a défendu Bastien avec véhémence. Elle a insisté sur le fait qu'il était un mari et un père dévoué, incapable d'une telle violence. Elle a réitéré sa frustration face à l'enquête initiale, arguant que les autorités avaient une fois de plus porté un jugement hâtif, se concentrant sur une explication facile plutôt que sur la réalité complexe. Au cours de l'entretien, Gwendalyn a révélé des détails de la vie de la famille jusque-là négligés ou jugés sans importance. Elle a décrit les difficultés rencontrées par la vie isolée, mais aussi le lien profond qu'ils entretenaient avec la terre. Mais elle a ensuite mentionné un détail précis qui a retenu l'attention de Hugues, un détail qui semblait incompatible avec le récit d'une soudaine explosion de violence. Elle a révélé que, dans les mois précédant la disparition, son plus jeune petit-fils, Bram, souffrait de maladies chroniques inexpliquées. Le garçon de 6 ans souffrait d'une léthargie sévère, d'éruptions cutanées persistantes et de troubles digestifs invalidants. Les symptômes étaient alarmants, déconcertant la famille et les médecins locaux qu'ils consultaient lors de leur rare visite en ville. Gwendalyn expliqua que Bastien était devenu extrêmement concentré, presque obsédé par leur environnement. Il était convaincu que quelque chose dans la terre ou dans l'eau rendait son fils malade. Il pensait qu'ils étaient empoisonnés. Elle raconta comment Bastien avait commencé à analyser méticuleusement l'eau de leur puits et le sol autour de la propriété. Il avait collecté des échantillons, effectué des tests rudimentaires et consigné ses conclusions dans des carnets détaillés. Il tentait d'identifier la source de la contamination, convaincu que c'était la clé pour sauver son fils. Son comportement, insistait Gwendalyn, n'était pas celui d'un homme sombrant dans la folie, mais celui d'un père désespéré tentant de protéger sa famille d'une menace invisible. Hugues écoutait patiemment, notant les détails. À ce stade de l'enquête, l'information semblait secondaire. Peut-être les délires paranoïaques d'un homme vivant dans un isolement extrême ou d'une mère désespérée cherchant à détourner les soupçons de son fils. Les preuves matérielles, le corps, le fusil, la disparition ont pointé fortement vers Bastien. Cependant, Hugues classa l'information, conscient que dans une affaire aussi complexe et froide, aucun détail ne pouvait être totalement écarté. Le mystère de la maladie de Bram et de la théorie du poison de Bastien restait entier. Pour l'instant, l'attention se concentrait sur la recherche de Bastian Pasternak et des enfants disparus. Mais Hugues a reconnu que la vérité était peut-être bien plus complexe que ne le laissaient entendre les preuves. Alors que la chasse à l'homme national pour retrouver le Bastian Pasternak se poursuivait sans issue, l'inspecteur Hugues s'est senti de plus en plus attiré par les détails fournis par Gwendalyn Wright concernant les préoccupations de son fils concernant la pollution environnementale. L'image de Bastien, tueur de sang-froid, ne correspondait pas au portrait dressé par sa mère, un père dévoué cherchant désespérément à comprendre la mystérieuse maladie de son fils.
Si Bastien croyait réellement que sa famille était empoisonnée, cela ajoutait à l'affaire une complexité que la simple théorie de l'homicide conjugal ne prenait pas en compte. Elle suggérait un mobile allant au-delà des conflits conjugaux, un mobile ancré dans la peur et la paranoïa, ou peut-être une véritable menace extérieure. Lors d'une série d'entretiens complémentaires, Hugues a demandé à Gwendaline plus de détails sur le meurtre. Les investigations de Bastien. Il lui fallait du concret, au-delà des récits anecdotiques de ses angoisses. C'est alors que Gwendaline révéla un détail crucial, qui avait semblé insignifiant à l'époque, une tentative désespérée de Bastien de solliciter l'aide du monde extérieur. Bastien avait mentionné qu'il compilait ses conclusions et les échantillons environnementaux qu'il avait collectés, avec l'intention de les transmettre à quelqu'un qui pourrait révéler la vérité. Il avait identifié un journaliste d'investigation connu pour ses reportages sur les questions environnementales et lui avait envoyé un colis peu avant la disparition. Cette révélation a fourni à Hugues une première piste concrète, en dehors des circonstances immédiates du crime. S'il parvenait à localiser le journaliste et à récupérer le colis, il pourrait mieux comprendre l'état d'esprit de Bastien et la réalité de la menace qu'il percevait. C'était un fil conducteur, un fil fragile reliant le présent aux événements d'une décennie plus tôt, mais c'était la seule piste qu'ils avaient. La recherche du journaliste commença. Gwendaline ne se souvenait plus de son nom, seulement qu'il travaillait pour un grand journal des 48 États contigus, spécialisé dans les reportages environnementaux. Hugues entreprit un travail minutieux de recoupement des informations des journalistes actifs en 1996, en consultant les archives et en menant des enquêtes discrètes. Après des semaines de recherche et de nombreux appels téléphoniques, il identifia un candidat potentiel, Roland Jessup. Ce dernier était un journaliste d'investigation réputé, finaliste du prix Pulitzer, connu pour sa ténacité et sa volonté d'aborder des sujets controversés. Mais il avait brusquement pris sa retraite quelques années plus tôt, semblant disparaître de la scène publique. Hugues le retrouva dans une petite ville isolée du nord-ouest Pacifique où il vivait reclus, loin du monde du journalisme. Hugues décida qu'un simple appel téléphonique ne suffirait pas. Il devait rencontrer Jessup en personne pour évaluer sa crédibilité et le convaincre de coopérer. Il prit l'avion pour la ville et trouva la maison de Jessup, une modeste cabane nichée dans les bois, étrangement semblable à la propriété des Pasternak. La rencontre fut tendue. Le journaliste à la retraite hésita d'abord à parler, paraissant sur ses gardes, anxieux et dédaigneux face aux questions de Hugues. Il semblait hanté par quelque chose, une ombre tapie sous la surface de sa solitude soigneusement construite. Mais lorsqu'Hugues expliqua les circonstances, la découverte du corps de Vespé, la disparition des enfants et la mention du colis envoyé par Bastian Pasternak, l'attitude de Jessup changea. La méfiance fit place à une profonde tristesse et à une peur profonde. Au cours d'une conversation tendue qui dura plusieurs heures, Jessup confirma avoir bien reçu le colis en 1996. Il contenait des lettres détaillées de Bastien décrivant la maladie de son fils avec des détails atroces, ses constatations concernant la contamination de ses terres, ainsi que des échantillons d'eau et de terre prélevés au puits et aux alentours. L'histoire avait intrigué Jessup. Les détails fournis par Bastien étaient convaincants, suggérant un grave problème environnemental. Il avait entamé les premières investigations, prévoyant de faire analyser les échantillons et de se rendre en Alaska pour rencontrer la famille. Cependant, peu après le début de ces investigations, la situation a pris une tournure inquiétante. Jessup a révélé avoir reçu des menaces anonymes et menaçantes. Il ne s'agissait pas de vagues avertissements, mais de menaces concrètes et crédibles contre sa famille. Les appelants connaissaient des détails sur sa vie, les habitudes de ses enfants, les écoles qu'il fréquentait, et lui ont clairement fait comprendre que s'il poursuivait l'enquête, les conséquences seraient désastreuses. Les menaces étaient sophistiquées, témoignant d'un niveau de surveillance qui le terrifiait. Terrifié, Jessup avait immédiatement abandonné l'enquête. Il n'a jamais publié l'article et n'a plus jamais contacté Bastien. Cette décision le hantait depuis une décennie, contribuant à sa retraite anticipée et à son retrait du monde. Mais il ne pouvait se résoudre à détruire les preuves. Secrètement, poussé par un profond sentiment de culpabilité et de responsabilité professionnelle. Il avait conservé les lettres de Bastien et les échantillons originaux,
les conservant en lieu sûr où ils étaient restés intacts pendant une décennie. Hugues comprit les profondes implications du récit de Gessup. Si quelqu'un avait déployé de tels efforts pour réduire le journaliste au silence, cela suggérait que les allégations d'empoisonnement de Bastion n'étaient pas des délires paranoïaques, mais une découverte réelle et dangereuse. La conspiration était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, impliquant des individus capables d'intimidation et de violence. Hugues récupéra les preuves auprès de Gessup. Le colis fut transporté sous haute sécurité vers un laboratoire spécialisé pour une analyse approfondie utilisant les technologies médico-légales avancées disponibles en 2007. Les résultats étaient alarmants. Les échantillons d'eau et de sol contenaient des concentrations extrêmement élevées de métaux lourds toxiques, de plomb, de mercure et d'arsenic, dépassant largement les niveaux de sécurité. Mais plus important encore, l'analyse a révélé la présence de composés chimiques spécifiques, des solvants spécialisés, peu courants dans le milieu naturel. Cette découverte a validé les affirmations de Bastion et a une fois de plus réorienté l'enquête. La terre de Pasternak était empoisonnée. Le mobile du meurtre n'était peut-être pas un conflit domestique, mais une tentative de dissimuler la contamination afin de faire taire la famille qui avait découvert la vérité. Le laboratoire a identifié les produits chimiques comme étant couramment utilisés dans les procédés d'extraction industrielle. Hugues a commencé à enquêter sur les sources potentielles de contamination. Le principal suspect était Alaska Petrox, une importante société d'extraction de pétrole et de gaz dont les activités étaient situées à environ 80 km de la propriété de Pasternak. La possibilité de déversements illégaux, une pratique courante dans les régions reculées pour éviter les coûts d'élimination, est devenue la principale préoccupation. Hugues a lancé une enquête agressive sur l'entreprise, soupçonnant une négligence et une vaste opération de dissimulation. L'enquête a duré plusieurs mois, avec des assignations à comparaître pour obtenir des documents, des entretiens avec des employés et des études environnementales sur les activités de l'entreprise. L'entreprise s'est montrée sur la défensive et peu coopérative, suscitant des soupçons. L'affaire semblait sur le point d'aboutir, suggérant un cas classique de cupidité d'entreprise et de négligence environnementale. Cependant, après une enquête approfondie et exhaustive, Alaska Proex a été blanchi. L'avancée décisive a été réalisée lorsque le laboratoire a affiné son analyse des composés chimiques. Il a identifié les solvants comme étant des produits chimiques spécialisés de qualité militaire, généralement peu utilisés dans les opérations d'extraction commerciale. La formulation spécifique était restreinte et utilisée presque exclusivement par l'armée pour des applications spécialisées. Les études hydrologiques ont indiqué que la contamination était localisée à la propriété de Pasternak, et non issue des activités de l'entreprise. L'enquête a abouti à une impasse. La source de la contamination est restée inconnue. La découverte que les produits chimiques étaient des solvants militaires spécialisés, non utilisés dans l'extraction commerciale, n'a fait qu'approfondir le mystère. Le lien avec l'armée a ouvert une nouvelle piste d'enquête, plus sinistre encore. L'échec de la piste commerciale a provoqué une vive réaction au sein de l'équipe d'enquête. Certains enquêteurs ont commencé à douter de la validité des affirmations de Gwendaline et de la pertinence de la théorie de la contamination. Ils affirmèrent que Gwendaline, en tant que maire de Bastion, le protégeait peut-être, trompant intentionnellement l'enquête. Les soupçons revinrent à la théorie initiale, Bastion Pasternak était le meurtrier, et les allégations d'empoisonnement étaient soit inventées, soit sans rapport. Hugues, cependant, restait convaincu que la contamination était la clé de l'affaire, même si la source restait insaisissable. L'enquête piétinait, prise entre des théories contradictoires et un manque de preuves concrètes, la vérité semblant enfouie aussi profondément que les toxines du sol alaskien. Au printemps 2007, l'enquête sur la disparition de la famille Pasternak était une fois de plus au point mort. La piste prometteuse concernant l'Alaska Petrox s'était évanouie, laissant à l'inspecteur Hugues des preuves avérées d'une grave contamination environnementale, mais sans source identifiable. La nature spécialisée des solvants de qualité militaire trouvés dans les échantillons demeurait une anomalie déconcertante, un indice suggérant un phénomène bien plus complexe et organisé qu'un simple déversement illégal. Pourtant, cela ne menait à rien de concret.
le labyrinthe bureaucratique entourant les opérations militaires rendait la recherche de la source des produits chimiques une tâche ardue, empreinte de secret et de résistance. Hugues a subi de fortes pressions de la part de ses supérieurs pour abandonner l'aspect environnemental et recentrer l'enquête sur la traque de Bastion-Pasternak. Les preuves contre Bastion, bien que circonstancielles, étaient convaincantes. Sa femme a été assassinée avec son arme dissimulée à leur domicile, tandis que lui et ses enfants étaient toujours portés disparus. L'opinion dominante au sein du département s'est consolidée autour de la conviction que le récit de l'empoisonnement était une diversion, peut-être même une manifestation de l'instabilité de Bastion, un délire paranoïaque qui l'avait finalement poussé à la violence. Hugues s'est retrouvé de plus en plus isolé, luttant sur deux fronts, contre les auteurs inconnus de la contamination et contre le scepticisme de ses propres collègues. Puis une découverte soudaine s'est produite, semblant confirmer la théorie dominante, apportant la conclusion définitive tant attendue par le département. Une équipe de forestiers effectuant une reconnaissance aérienne dans une zone sauvage reculée et accidentée, à environ 130 km de l'ancienne cabane, a signalé avoir repéré des débris au fond d'un profond ravin. La zone était dangereuse, rarement accessible, loin de toute piste établie, et l'épave avait apparemment été dissimulée par la dense canopée de la forêt jusqu'à ce qu'une récente étude révèle une ligne de visée claire. La description de l'épave correspondait au camion de la famille Pasternak, le véhicule disparu depuis plus de 10 ans. Cette découverte a suscité une réaction massive. Le lieu était si isolé et le terrain si accidenté qu'une opération de récupération complexe fut nécessaire. Des hélicoptères de transport lourd et du matériel spécialisé furent déployés pour accéder au ravin. L'opération dura plusieurs jours, une entreprise périlleuse qui soulignait l'isolement du lieu. La couverture médiatique fut intense, ravivant l'intérêt du public pour l'affaire et semblant valider l'hypothèse initiale d'une tragédie en milieu sauvage. Lorsque la carcasse rouillée et écrasée du camion fut enfin récupérée. Transportée dans un lieu sécurisé pour examen, les enquêteurs ont entamé le minutieux processus d'analyse de l'épave et de son contenu. Cette découverte semblait apporter les dernières pièces du puzzle, un tableau sinistre racontant les derniers instants de la famille. Dans la cabine du camion, les enquêteurs ont trouvé des preuves qui ont fortement orienté le récit vers Bastion. Ils découvrirent un autre fusil, également enregistré au nom de Bastion, qui manquait à l'inventaire de la cabane. Cela suggérait qu'il était armé lors de sa fuite. Plus intriguant encore, il y avait un conteneur étanche, apparemment protégé des intempéries, contenant une petite quantité de produits chimiques toxiques identiques à ceux trouvés sur les terres du Pastac. Cette découverte semblait expliquer le problème de contamination. Bastion avait lui-même manipulé les produits chimiques, peut-être impliqué dans une activité illicite, et avait accidentellement empoisonné son fils Bram. Plus important encore, des vêtements appartenant aux 3 enfants, Isidora, Zara et Bram, ont été retrouvés éparpillés dans les décombres. Aucun reste humain n'a été retrouvé sur les lieux, mais la présence des vêtements des enfants suggérait qu'ils se trouvaient dans le camion au moment de l'accident. Les preuves semblaient corroborer un scénario tragique. Bastion, peut-être rendu fou par la culpabilité d'avoir empoisonné accidentellement son fils, ou peut-être simplement instable, avait assassiné Vespé, caché son corps, laissant l'arme du crime dans le vide sanitaire, puis s'était enfui avec les enfants. Accablé par ses actes et le désespoir de sa situation, il avait alors précipité le camion dans le vide, se tuant ainsi que ses enfants dans un ultime acte de désespoir. L'absence de restes a été attribuée à la violence de l'impact et à la dispersion des restes par les charognards au cours de la décennie. Pour le département, l'affaire semblait résolue. La découverte du camion et des preuves qu'il contenait a permis de résoudre un mystère vieux de 10 ans. Le récit d'un meurtre-suicide provoqué par les pressions d'une vie hors réseau et d'un empoisonnement accidentel était convaincant et semblait corroboré par les preuves. Le département s'apprêtait à classer l'affaire, en attendant un examen final des preuves. L'inspecteur Hugues, cependant, trouva la découverte profondément troublante. Si les preuves semblaient correspondre au récit, les circonstances de la découverte lui semblaient trop opportunes, trop opportunes. Après des mois d'enquête infructueuse, l'apparition soudaine du camion contenant précisément les preuves nécessaires pour incriminer Bastion et absoudre les empoisonneurs inconnus lui parut hautement suspecte. C'était un récit qui terminait tout,
confirmant la théorie dominante et occultant la vérité sur la contamination. Il entreprit un examen minutieux de l'analyse du site de l'accident et de l'expertise médico-légale du camion. Il se concentra sur les caractéristiques physiques de l'accident, la trajectoire du véhicule et les dommages causés par l'impact. Ses conclusions contredisaient le récit officiel. Les dommages causés par l'impact sur le camion ne correspondaient pas à ceux d'un véhicule précipité du haut de la falaise à grande vitesse. Le schéma d'écrasement suggérait un impact à plus faible vitesse, plus compatible avec un véhicule poussé ou roulé du bord. Le schéma de déformation ne correspondait pas aux caractéristiques physiques d'une chute libre. De plus, l'analyse du terrain au sommet du ravin, préservé dans la terre durcie, indiquait que le camion était à l'arrêt avant de basculer. Il n'y avait aucun signe d'accélération ou de freinage, ni aucune trace de dérapage indiquant un véhicule roulant à grande vitesse. Hugues a conclu que le camion n'avait pas été précipité dans le ravin. Il avait été poussé. L'accident n'était ni un accident ni un suicide. Il s'agissait d'une mise en scène. Hugues était convaincu que le camion avait été intentionnellement placé dans le ravin, peut-être déplacé d'un autre endroit où il était dissimulé depuis une dizaine d'années. Les preuves, le fusil, les produits chimiques et les vêtements d'enfants avaient été délibérément placés pour incriminer Bastion et clore l'enquête sur l'empoisonnement. Cette constatation suggérait un adversaire sophistiqué, quelqu'un disposant des ressources et de la motivation nécessaires pour orchestrer une dissimulation aussi élaborée, quelqu'un qui surveillait activement l'enquête et la manipulait dans l'ombre. Si l'accident avait été mis en scène, cela signifiait que Bastion Pasternak n'était probablement pas le coupable, mais une autre victime. Et cela signifiait que les véritables tueurs étaient toujours là, organisés, impitoyables et capables d'opérer en toute impunité dans l'immensité sauvage de l'Alaska. Le mystère s'épaississait, pointant vers une conspiration bien plus sinistre qu'un homicide conjugal. Hugues comprit le danger qu'il courait. Il garda ses soupçons pour lui, conscient que s'il avait raison, il enquêtait désormais non pas sur un simple meurtre, mais sur une dissimulation sophistiquée susceptible d'impliquer de puissants intérêts. Des intérêts qui avaient déjà démontré leur volonté de tuer pour protéger leurs secrets. L'inspecteur Hugues, agissant désormais presque entièrement selon sa propre intuition et contre le consensus dominant au sein de son service, savait que la clé de l'affaire ne résidait pas dans l'accident mis en scène, mais dans l'origine des solvants de qualité militaire. La présence de ces produits chimiques sur les terres de Pasternak et la tentative sophistiquée de piéger Bastion indiquaient une organisation disposant de ressources importantes et ayant désespérément besoin de protéger un secret lucratif. L'accident simulé indiquait clairement que les commanditaires de l'empoisonnement étaient non seulement au courant de l'enquête, mais la manipulaient activement. Il décida de concentrer son enquête entièrement sur la source des toxines. La nature spécialisée des solvants suggérait une origine militaire, ce qui réduisait la portée de l'enquête, mais augmentait considérablement les enjeux. Hugues entreprit la tâche ardue de retracer les signatures chimiques jusqu'à leur lieu de fabrication et de distribution. Il a recoupé les données des composés avec les registres d'approvisionnement militaire du milieu des années 1990, une tâche compliquée par la bureaucratie et le caractère confidentiel des informations. Il a dû contourner les canaux habituels, en utilisant des contacts au sein du commandement logistique militaire pour accéder aux données dont il avait besoin, travaillant discrètement pour éviter d'alerter les conspirateurs. Son enquête s'est concentrée sur les bases militaires situées dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour de la propriété Pasternak. Il a analysé les manifestes d'élimination des matières dangereuses, à la recherche d'anomalies ou de divergences pouvant indiquer un déversement illégal. Ce fut un processus fastidieux impliquant l'examen de milliers de documents, un exercice de comptabilité judiciaire exigeant une attention méticuleuse aux détails. Après des semaines de recherches approfondies, il a trouvé la solution. Une importante anomalie dans les documents d'élimination provenait d'une base militaire voisine datant de 1996. Le dossier indiquait un contrat d'une valeur de 3,4 millions de dollars pour l'élimination d'une grande quantité de matières dangereuses, dont les solvants spécifiques retrouvés sur le terrain de Pasternak. Le contrat indiquait que les matériaux avaient été transportés vers une installation d'élimination spécialisée dans les 48 États contigus et que les travaux avaient été signés comme terminés. Les documents étaient impeccables, apparemment légitimes. Cependant,
lorsqu'Hugues a contacté l'installation d'élimination désignée, ces dossiers ne montraient aucune trace de l'arrivée des matériaux. La chaîne de traçabilité était rompue. Les 3,4 millions de dollars avaient été versés, mais les déchets dangereux avaient disparu. Cette découverte confirma les soupçons de Hugues quant à une conspiration. Les déchets militaires avaient été déversés illégalement dans la nature sauvage de l'Alaska, et les 3,4 millions de dollars de frais d'élimination avaient été détournés. La contamination des terres de Pastasternack n'était pas accidentelle, mais le résultat d'une entreprise criminelle calculée. Hugues avait désormais un mobile pour les meurtres. Bastion Pastasternack avait découvert l'opération de déversement illégal, et ses tentatives pour la dénoncer, aboutissant à l'envoi du colis à Roland Jessup, lui avaient coûté la vie, à lui et à sa famille. Il s'est attaché à identifier les responsables de ce détournement de fonds. Il a retracé l'autorisation du contrat d'élimination et la supervision de l'opération. Il a identifié les 3 officiers qui avaient orchestré le stratagème et empoché les fonds, le colonel Cyrus Brick, principal chef de l'opération, le major Terran Forester, l'officier logistique qui avait falsifié les manifestes, et le capitaine Ephraim Lynch, qui avait supervisé l'opération de déversement physique. Il ne s'agissait pas d'agents subalternes, mais d'officiers de haut rang jouissant d'une influence considérable, de personnalités respectées et influentes au sein de l'armée et de la communauté. Tous 3 étaient encore actifs dans l'armée ou avaient accédé à des postes lucratifs dans le secteur privé, tirant parti de leurs relations et de leurs richesses volées. Leur carrière reposait sur la corruption et le meurtre. Hugues comprit le danger auquel il s'exposait. Il enquêtait sur des hommes puissants, aux antécédents de violence, et disposant des ressources nécessaires pour brouiller les pistes. Il commença à enquêter discrètement sur les policiers, recueillant des preuves de leurs activités financières et de leurs déplacements en 1996. Il les mit sous surveillance, surveillant leurs communications et guettant tout signe de panique. Alors que Hugues se rapprochait, les conspirateurs comprirent que leur dissimulation était vouée à l'échec. La récente mise en scène du camion destiné à clore l'affaire avait au contraire relancé l'enquête. Ils comprirent que l'inspecteur Hugues se rapprochait dangereusement de la vérité. Ils décidèrent d'intensifier leurs efforts, se concentrant sur la personne qui avait maintenu l'affaire en suspens pendant une décennie, celle qui avait déclenché la chaîne d'événements qui menaçait désormais de les exposer, Wendalyn Wyatt. Hugues était resté en contact régulier avec Gwendaline, la tenant au courant de l'avancement de l'enquête et assurant sa sécurité. Lorsqu'il tenta de la contacter un soir pour discuter des nouveaux développements, elle ne répondit pas. Il essaya à plusieurs reprises pendant plusieurs heures, mais les appels restèrent sans réponse. Un sentiment d'angoisse l'envahit. Wendalyn répondait toujours à ses appels. Il se rendit en voiture chez Gwendoline, une petite maison à la périphérie du village le plus proche. À son arrivée, il trouva la porte d'entrée forcée. La serrure était brisée. À l'intérieur, des traces évidentes de lutte étaient visibles. Des meubles renversés, des effets personnels éparpillés, une lampe brisée au sol. Wendalyn avait disparu. Elle avait été kidnappée. Cette prise de conscience galvanisa Hugues. La conspiration n'était plus un crime historique. C'était une menace réelle. Les conspirateurs avaient tenté désespérément de réduire au silence le dernier témoin. Et peut-être l'utiliser comme levier pour contrer l'enquête. Il mobilisa immédiatement une réponse tactique. Conscient qu'il ne disposait que d'une faible marge de manœuvre pour sauver Gwendoline, il lança une surveillance d'urgence des 3 suspects. Il se concentra sur leur récent déplacement, à la recherche d'anomalies susceptibles de les localiser. Il a surveillé l'utilisation de leurs téléphones portables et leurs transactions par carte de crédit, à la recherche de toute trace de leurs activités. La surveillance a porté ses fruits. Il a suivi Forester et Lynch jusqu'à une zone industrielle isolée près d'Anchorage. Ils avaient loué un entrepôt auprès d'une société écran, un lieu isolé et sécurisé, idéal pour détenir un otage ou procéder à une exécution. Hugues était convaincu que c'était là qu'il retenait Gwendoline. Il rassembla une équipe tactique et les informa de la situation. Ils avaient affaire à des militaires hautement entraînés, armés et dangereux. Le raid devait être exécuté avec précision et rapidité.
La priorité était de sauver Gwendoline saine et sauve. L'équipe s'est rendue à l'entrepôt avant l'aube. La zone était déserte, le silence n'étant troublé que par le bourdonnement lointain de l'activité industrielle. L'équipe a établi un périmètre de sécurité, sécurisant la zone et coupant toute issue de secours potentiel. L'atmosphère était tendue, le silence pesant d'impatience. La tension était palpable alors que l'équipe s'apprêtait à pénétrer dans l'entrepôt. Hugh donna l'ordre et l'équipe exécuta une entrée dynamique, faisant sauter les serrures et prenant d'assaut le bâtiment. Le bruit des éclats de verre et des grenades assourdissantes résonna dans la zone industrielle. L'intérieur de l'entrepôt était vaste et faiblement éclairé, encombré de caisses et de machines. L'équipe tactique s'y déplaçait méthodiquement, avec rapidité et coordination, nettoyant des sections et recherchant Gwendoline et les suspects. Leurs lampes de poche perçaient l'obscurité, éclairant le sol jonché de débris. Ils les trouvèrent dans un petit bureau au fond de l'entrepôt. Forrester et Lynch étaient là, armés, et retenaient Gwendoline en otage. Elle était ligotée et bâillonnée, terrifiée, mais vivante. La confrontation fut intense. Les suspects, conscients d'être pris au piège, refusèrent d'abord de se rendre. Un face-à-face tendu s'ensuivit. Hugh négocia avec les suspects, tentant de désamorcer la situation et d'obtenir la libération de Gwendoline. Mais Forrester et Lynch étaient désespérés, dos au mur, leur carrière et leur liberté en jeu. L'affrontement éclata lorsque Forrester menaça Gwendoline. L'équipe tactique réagit immédiatement. Une brève confrontation violente éclata. L'équipe recourut à des manœuvres tactiques pour maîtriser les suspects, neutralisant la menace et obtenant leur arrestation. Gwendoline, bien que terrifiée, était physiquement indemne. Elle fut secourue et mise en sécurité. Simultanément, une autre équipe tactique effectua une descente au domicile du colonel Broderick. Il fut arrêté sans incident, complètement pris au dépourvu par cette action rapide et décisive. Le complot avait été déjoué, les suspects appréhendés. La dissimulation qui avait duré 10 ans était enfin dévoilée. La vérité sur la disparition de la famille Pasternak était sur le point d'être révélée. Les 3 conspirateurs étant en détention et Gwendoline et Wainwright sains et saufs, l'enquête avançait rapidement vers sa conclusion. Les preuves contre le colonel Broderick, le major Forrester et le capitaine Lynch étaient accablantes, combinant les documents financiers du détournement de fonds avec les preuves des meurtres et du récent enlèvement. La façade de respectabilité qu'ils avaient entretenue pendant plus de 10 ans s'est effondrée sous le poids de leurs crimes. Interrogé avec acharnement, le capitaine Ephraim Lynch, l'officier le moins gradé et le plus vulnérable aux pressions, a avoué l'intégralité du complot. Ses aveux détaillaient la planification et l'exécution complexe de l'opération de déversement illégal et des meurtres qui ont suivi. Le mobile était purement et simplement l'appât du gain de 3,4 millions de dollars, qui primait sur tout sens du devoir ou de la moralité. Lynch confirma qu'ils avaient illégalement déversé les déchets militaires dans une zone reculée de l'Alaska, choisissant un endroit si isolé que toute découverte semblait impossible. Ils ignoraient que les déchets toxiques s'infiltreraient dans les eaux souterraines, contaminant la propriété familiale des Pasternak en aval et empoisonnant le jeune Bram. Mais à l'automne 1996, leur exploitation fut compromise. Bastion Pasternak, alors qu'il chassait au fond des bois, tomba par hasard sur leur décharge active. Il les vit décharger les barils de déchets dangereux. Conscients de l'ampleur de l'opération illégale et de l'origine de la maladie de son fils, les conspirateurs comprirent qu'ils devaient le réduire au silence. Ils capturèrent Bastion sur place et l'assassinèrent lors d'une exécution brutale et froide. Ils enterrèrent son corps près de la décharge, dans un lieu si isolé et contaminé qu'ils pensaient qu'il ne serait jamais retrouvé. Malgré des recherches approfondies menées à partir des aveux de Lynch, le corps de Bastion fut plus tard jugé irrécupérable, perdu dans l'immensité de la nature sauvage et les conditions dangereuses du site. Pour brouiller les pistes, ils utilisèrent leurs relations militaires pour localiser la cabane de Bastion. Ils comprirent que sa famille découvrirait bientôt sa disparition, ce qui pourrait mener les enquêteurs jusqu'au site de la décharge. Ils élaborèrent un plan sinistre pour éliminer toute la famille et accuser Bastion des meurtres, s'assurant ainsi que toute enquête se concentrerait sur lui et non sur la contamination des terres. Cette nuit-là,
Profitant de l'obscurité, ils firent irruption dans la cabane du pasteur. Ils récupérèrent le fusil de chasse de Bastion. Ils ont affronté Vespé et l'ont assassiné avec le fusil, un acte délibéré visant à l'impliquer. Ils ont ensuite caché son corps et l'arme dans le vide sanitaire, sachant que le froid préserverait les preuves. Ils ont enlevé les 3 enfants, Isidora, Zara et Bram, témoins du meurtre de leur mère et de la présence des intrus. Ils prirent le camion familial, créant l'illusion que Bastion avait fui avec les enfants. Les enfants jugés superflus pour protéger le complot furent également éliminés. Lynch avoua avoir assassiné les enfants peu après l'enlèvement. Ses aveux menèrent à la découverte finale, dévastatrice. Lynch conduisit les autorités jusqu'à la décharge isolée et fortement contaminée. La zone était un terrain vague jonché de barils rouillés de déchets chimiques, dont les toxines s'infiltraient dans le sol et l'eau. L'environnement était désolé, la végétation rabougrie et décolorée, témoignant de la toxicité des produits chimiques infiltrés dans le sol. Enterrés dans une tombe peu profonde près des barils dissimulés, les enquêteurs ont retrouvé les restes des 3 enfants Pasternak. Isidora, Zara et Bram, victimes d'un complot motivé par la cupidité, furent enfin retrouvés. Leur découverte fut un événement sombre et émouvant, confirmant le sort horrible de toute la famille. Le colonel Cyrus Brick, le major Terran Forester et le capitaine Ephraim Lynch furent inculpés et reconnus coupables des meurtres et de la fraude massive. Tout au long du procès, ils ne manifestèrent aucun remords, gardant un silence provocateur, leur arrogance et leur sentiment d'avoir tout droit à la vie étant évident tout au long de la procédure. Ils furent condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Wandalin Gwendaline. Wright avait enfin obtenu les réponses horribles qu'elle cherchait depuis plus de 10 ans. Cette résolution n'apportait aucune paix, seulement le profond chagrin de connaître la vérité. Toute sa famille avait été détruite, victime non pas de la nature sauvage qu'elle chérissait, mais de la corruption systémique et de l'avidité inimaginable de 3 hommes qui privilégiaient l'argent à la vie humaine. La nature sauvage ne les avait pas emportés. La dépravation humaine, elle, l'avait emporté.